Eh ben, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver sur cette table ronde, du coup 100% féminine à l'occasion d'Octobre Rose. Pour les habitués des webinaires Exfit, d'habitude c'est Étienne qui fait l'animation et il a laissé toute la place aux femmes, en l'honneur des femmes pour Octobre Rose. Donc c'est aussi pour ça qu'on trouvait pertinent de faire cette thématique qui est à nos yeux super importante et on a regroupé des super intervenantes autour de cette table ronde virtuelle que je vais vous présenter dans un petit instant. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un regard assez positif sur l'activité physique pour les personnes atteintes de cancer, même si c'est forcément une période très compliquée. L'activité physique doit continuer à faire partie intégrante de la vie, voilà. Et donc évidemment bien contrôlé, bien accompagné. Donc c'est un petit peu de tout ça dont on va parler, de la posture du professionnel, de la méthode, de à quoi faire attention, à quelles alertes lever. Donc dans la préparation, on a beaucoup discuté de tout ça. On avait beaucoup de choses à dire. Donc on verra, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. C'est vraiment l'occasion de creuser les sujets qui sont importants pour vous. Déjà, j'avais une première question à vous poser dans les petits sondages. C'est d'où vous venez. Donc, si vous allez à droite, à côté du chat, vous avez les pôles pour savoir un petit peu de quel pays vous êtes, parce que l'approche va être différente. Donc, on va beaucoup parler au niveau culturel de comment ça se passe au Québec versus en France. Et puis, je veux aussi vous demander, votre métier, ici. Donc, je vous en partage en second pour voir un petit peu si vous êtes un professionnel de santé, de l'activité physique, un aidant naturel ou un patient. Parce que ce sujet peut aussi intéresser beaucoup les aidants naturels et les patients eux-mêmes qui veulent avoir un autre regard sur leur propre activité dans cette période un peu compliquée de la vie. Donc, je vous laisse le temps de répondre. On va regarder toutes vos réponses juste après. Et puis, en fait, pour l'instant, ce que je veux, c'est vous présenter nos intervenantes. On a Caroline Dandel. Moi, elle est en 3e position dans ma petite grille à gauche ici. Caroline est infirmière libérale en France et diplômée en hypnose. Donc, elle a été amenée à soigner chez eux beaucoup de patients atteints de cancer et à les accompagner en traitement de chimiothérapie à domicile et à faire des soins d'hypnose aussi dans ces contextes-là. Donc, Caroline, merci d'être ici. Est-ce que tu veux préciser quelque chose sur ton Merci Barbara. Juste dire que voilà, ça fait 33 ans que je suis infirmière, donc déjà pas mal d'expérience, que ce soit en structure, à domicile. Et que je suis venue à l'hypnose par rapport à des soins douloureux, mais que finalement je me sers aussi beaucoup de l'hypnose pour les gens atteints de cancer, pour apporter bien-être, voilà. Donc voilà, c'est un regard ce que j'ai trouvé super. On reviendra un petit peu plus sur l'utilisation de l'hypnose dans l'accompagnement de ces personnes-là. On a aussi Elisa Marin-Couture qui est au Québec et étudiante en doctorat en kinésiologie à l'Université Laval. Elisa est impliquée dans un projet qui vise l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes ayant eu un cancer du sein. Est-ce que tu veux nous préciser un petit peu ce projet, Elisa? Oui, dans le fond, on a comme 2 projets en parallèle, un qui se fait sur 1 an puis un qui se fait sur 3 mois. La partie de 3 mois de l'un est la première partie du deuxième finalement. Donc les 3 premiers mois, on suit les femmes pendant les femmes et en activité physique et en nutrition. À chaque semaine, elles rencontrent un kinésiologue et un nutritionniste. Donc ça, c'est pour les 2 projets, comme je l'ai dit, en 2 parties. Puis la deuxième partie, quand on poursuit pour l'année au complet, l'étalement des suivis se fait un petit peu plus de façon plus longue, on crée un petit peu plus d'autonomie auprès des femmes. Donc, on les voit 1 fois par mois par la suite jusqu'à la fin de l'intervention. Et les femmes ont toutes terminé leur traitement. Donc, ça fait au moins 1 an qu'elles ont terminé leur traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, qui ont eu leur chirurgie ou peu importe. Donc, ça fait au moins 1 an qu'elles ont terminé. Voilà.
Ouais, donc surtout un projet sur les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui sont en rémission et qui du coup reprennent des habitudes. Et puis on a Roxane aussi, qui est aussi québécoise, Roxane, et qui est kinésiologue à la Fondation québécoise du cancer. Donc elle accompagne au quotidien l'activité physique des patients atteints de cancer, donc pas forcément en rémission pour le coup. Oui, donc bonjour. En fait, voilà, donc à la Fondation, mon rôle, c'est en fait d'offrir des services de kinésiologie, donc d'accompagner les gens dans la pratique d'un mode de vie actif, soit pendant leur traitement. J'en ai un petit peu là pour la rémission par la suite également. Donc voilà, c'est autant des interventions de groupe que je vais avoir à faire que des consultations individuelles dans mes interventions là. Ok. Un pourcentage des réponses, on a 80% des personnes aujourd'hui qui sont professionnels de l'activité physique et 21% professionnels de la santé, donc super intéressant. Pas de patients ni d'aidants naturels dans la France et une grande majorité du Canada, 80% et 20% de France. Alors en intro, bon, vous êtes beaucoup de Canadiens à connaître beaucoup le métier de kinésiologue, mais en France, on sépare un métier structuré de la même façon. Et du coup, pour le français, Roxane et Elisa, est-ce que vous pourriez nous parler un peu justement du métier de kinésiologue? Qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle dans la société québécoise du kinésiologue? Ben, je peux y aller. En fait, notre modalité principale en tant que kinésiologue, c'est l'activité physique. On est vraiment spécialisé dans une prescription d'exercice pour que la population générale puisse en bénéficier des bienfaits. Donc, on a un petit peu deux branches là. Donc, une portion qui est un petit peu plus sportive avec les athlètes. On va parler de physique. Et puis une deuxième branche, donc probablement celle qu'Elisa le fait là également pour faire sa maîtrise avec la clientèle en oncologie, c'est un volet santé. Donc, une clientèle majoritairement avec des problèmes de santé. Fait que souvent, pour simplifier les choses, là, je vais un peu dire aux gens que je suis comme un entraîneur personnel, mais pour des personnes qui ont des problématiques de santé, où est-ce que le dosage de l'activité physique doit être bien maîtrisé, non seulement en termes de technique d'entraînement, mais aussi d'impact au niveau de la santé, puis des différentes influences de la médication, etc. Donc, toute l'aspect un petit peu plus médical doit être maîtrisé là, pour aborder cette clientèle-là. Ouais, super. On parlera tout à l'heure un petit peu de la structure française, c'est un petit peu différent. Caroline était surprise quand on a préparé d'entendre parler de la posture de ce métier. Je sais pas si tu veux réagir. Oui, parce qu'en France, on est plus dans le parcours de soins. En fait, on parle pas, quelqu'un qui a atteint d'un cancer va aller en centre d'oncologie, voir un oncologue, va avoir un parcours de soins sur un traitement de chimio et en post-cure, on va pas lui parler spécialement de reprendre une activité physique ou de continuer une activité physique. En France, on n'est pas du tout dans cette même culture, clairement, quoi. Voilà. Ouais, donc ça va être des échanges de pratiques super intéressants. Rentrons dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi? Alors c'est une période très compliquée dans la vie quand on a le diagnostic évidemment, et puis même pendant le traitement, c'est forcément très compliqué. Bon, ça semble vraiment dur de dire à une personne qui est malade de quand même continuer prioriser sa santé forcément, mais l'activité physique qui en fait partie, c'est quand même quelque chose qui semble être un effort énorme. Donc en premier lieu, pourquoi c'est important malgré tout d'inciter une personne à se forcer encore plus que d'habitude à être actif? En fait, ce qu'on veut souhaiter avec la pratique d'activité physique, là, surtout durant la période de traitement initialement, c'est de maintenir les gens de maintenir leurs conditions physiques, en fait, de garder un certain niveau d'autonomie qui va minimiser l'effet de la sédentarité. Donc, le principal symptôme qui va être mentionné par les patients, ce sera la fatigue. Le manque d'énergie, c'est un symptôme qui est rapporté par environ, je pense que c'est plus de 90% là, des personnes qui ont des traitements. Alors, de bouger dans une période où est-ce qu'on se sent très fatigué, ça devient très contre-intuitif. Il y en a qui vont connaître déjà les bienfaits de l'activité physique, puis vont dire, mais là, j'aimerais bouger, mais je sais pas quoi faire. Donc, on veut évidemment les encadrer là-dedans. Puis, il y en a d'autres qui vont se faire réfléchir là, pour bouger.
on a avec l'activité physique un effet en fait sur l'intensité de plusieurs effets secondaires où est-ce que ça devient super intéressant de motiver les patients à se maintenir actifs. Donc, on va avoir un effet souvent sur les douleurs musculaires articulaires, l'intensité des nausées associées avec certains traitements. On veut garder une bonne densité osseuse, donc prévenir le risque de fracture qui peut être présente là, avec certains traitements dans le processus. Hein, ils peuvent avoir une accumulation de plusieurs traitements dans le parcours de soins. Donc, selon l'accumulation de ces différents effets secondaires-là, on fait une activité physique sur une base régulière, adaptée. On veut avoir un effet d'apaiser certains effets secondaires, améliorer les habitudes de vie, donc avoir un impact sur la qualité de sommeil, la gestion du stress. C'est toutes des choses là qu'on peut parler avec le patient puis qu'on peut avoir comme objectif de suivi ensemble. Donc, on n'est pas dans de la performance, on est vraiment dans un état de maintien et puis de bien-être sur comme objectif en fait là, de pratique d'activité physique. Si je peux me permettre, moi, je vais y aller plus dans le post, tout ça. Roxane parlait d'effets secondaires. Ben, la médication aussi amène plusieurs effets secondaires, prise de poids, arthrose, douleur articulaire, douleur musculaire. Donc, c'est sûr que l'activité physique, c'est encore une fois un peu contre-intuitif parce qu'on n'est pas quand on a des douleurs articulaires et musculaires, ben ça nous tente peut-être pas d'aller bouger, mais en réintroduisant tranquillement l'activité physique, ça nous permet de justement aider un petit peu à ce niveau-là. Avec les chirurgies, les femmes ont certaines limitations aussi au niveau pectoral souvent, même au niveau abdominal des fois, il y a certaines chirurgies qui vont aller chercher des fibres au niveau de des abdominaux pour refaire les seins à ce moment-là. Donc, il y a certaines limitations qu'il faut respecter, mais la plupart des femmes que je suis disent qu'elles reprennent leur amplitude, leur force musculaire, elles augmentent leur capacité physique. C'est sûr que peut-être pas autant qu'avant, puis c'est important de faire réaliser à la patiente, dans mon cas, mes participantes ou peu importe, que ça sera peut-être pas la même chose qu'avant, puis que on crée une ménopause en ayant la médication post-cancer, puis avec toutes les chirurgies et tout. Donc, les femmes sont souvent ménopausées plus jeunes ou ils ont ce type de ménopause. Donc, ça fait en sorte que tout ce qui se passe normalement à la ménopause plus dans la cinquantaine se passe un petit peu plus tôt aussi. Donc, faut être dans l'écoute puis dans l'empathie pour s'assurer que l'activité physique soit adaptée finalement à la situation de la dame et c'est souvent différent pour chacune. Ok. Caroline, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'observer des... Alors, en fait, là, on retrouve, puisqu'on avait échangé sur cette différence culturelle qui est par rapport au Canada et la France, où malheureusement, nous, on n'est pas dans le sport santé, dans les centres d'oncologie. On est plutôt dans le traitement médicamenteux avant tout, hein, la cure de chimiothérapie, le suivi des effets secondaires à domicile, où on fait part, voilà, il y a trop d'effets secondaires et qu'est-ce qu'on va faire au lieu de dire peut-être aller marcher, aller reprendre une activité physique, avoir une meilleure hygiène de vie, on va plutôt donner un autre traitement pour atténuer ces effets secondaires. Et c'est vrai que c'est là que ce qui est très intéressant, c'est cette différence de culture et tout ce que vous pouvez amener, tout ce qui est mis en place chez vous, que nous, en France, on n'a pas encore. On essaye. Hein. Je pense que ça va venir, mais c'est très, très long à se mettre en place, quoi. Voilà. Nous, on partage déjà des idées. Voilà, je trouve ça vraiment très, très chouette ce que vous dites parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit aussi. Parce qu'en effet, il y a des patients qui ont toujours eu l'habitude de bouger et le fait qu'ils soient atteints d'un cancer et si on leur propose pas de se dire, bah, peut-être que ce jour-là, vous n'êtes pas très en forme et vous pourrez le faire le lendemain. Et si on les incite pas à le faire, nous, en tant qu'infirmière à domicile, personne va le faire, personne n'interviendra, en fait. Donc voilà, on n'a pas du tout cette même culture, mais je pense que justement, on va profiter, il faut tirer une leçon de ça. Et voilà, il faut il faut aller de l'avant pour eux, en fait, aussi, et stimuler, quoi. Puis on parlait tout à l'heure aussi de la collaboration avec les professionnels de santé, les prescripteurs et le relais potentiel que ça peut prendre tout ça. Il y a Geneviève qui dit dans le chat, ça commence quand même. C'est vrai qu'il y a le sport santé ça commence à se développer. Quelques prises en charge mutuelles sur certaines pathologies. Donc, effectivement, il y a quand même une base qui semble vouloir se mettre en place. Donc, un espoir que, justement, ça puisse se généraliser sur l'Hexagone aussi.
Une question pour Roxane et Elisa, parce que c'était intéressant, j'ai reçu du coup des questions avant le webinaire où on me demandait, Geneviève, à partir de quand on peut commencer le sport et est-ce qu'il y a une contre-indication au sport? Et en fait, vous parlez depuis tout à l'heure d'activité physique. Quelle nuance faire là-dedans? Activité physique dans ce contexte? En fait, faudrait clarifier une définition pour pouvoir départager. Donc, moi, je considère que du sport, c'est de l'activité physique. Donc, si on part de cette idée-là, le sport souvent va être associé à une idée de performance. Donc, si on veut aller faire de la randonnée pédestre, est-ce qu'on va dire que c'est un sport d'activité? Plus ou moins, il peut y avoir de la performance dans la randonnée pédestre, évidemment, mais on n'est pas dans des temps arrivés avec une performance, une médaille à la fin. L'élément à faire attention, ça va être les sports qui vont nous mettre à risque. Donc, dès qu'une personne a, par exemple, complété ce traitement, peu importe, le processus de traitement est complété, le médecin il dit OK, on est dans une phase de rémission, la personne se remet en forme progressivement. Dès qu'elle sent qu'elle est capable de faire une discipline sportive avec en fait qui va être un petit peu plus intense, élevée, mais on peut y aller. Faut juste que faut qu'il y ait une progression. On passe pas de faire de l'activité qui est de faible intensité à intensité intense en claquant des doigts. Faut qu'il y ait une progression qui s'installe. Par la suite, tout ce qui est sport de contact, sport à risque de chute vont être à faire attention. Donc, on parle principalement de cancer du sein, là, donc autant Elisa, c'est ta clientèle. Ce qui est important, la prévention pour le cancer du sein, ça va être la prévention du lymphodème. Puis dans le lymphodème, c'est une complication qui peut arriver là à la suite du retrait de ganglions au moment de la chirurgie. Et puis, ce que ça fait, c'est que le membre atteint va devenir, il va avoir des sensations là, douloureuses, de lourdeur, il va devenir bouché, on va parler, en fait, il va enfler, c'est un des principaux symptômes là, qui vont être rapportés. Donc, il y a une accumulation de lymphe, donc un liquide super riche en protéines qui va venir s'accumuler dans le bras, puis c'est comme si le drainage se fait pas bien. Donc, avec des lymphodèmes, tout ce qui est sport d'impact n'est pas recommandé. Puis même à la suite d'une chirurgie, un des principaux facteurs de risque, c'est également soit une chute, soit un impact, un coup qu'on pourrait avoir sur le membre qui a été opéré. Et ça, même plusieurs années après l'opération, là, on va parler de 3 à 10 ou 15 ans après l'opération, où est-ce que la personne est plus à risque de développer. Donc, tout dépend du type de cancer, tout dépend du traitement que la personne elle a eu. La reprise d'un sport avec une intensité plus élevée va dépendre en fait de comment que la personne se sent, où est-ce qu'elle en est rendue dans son processus, la progression qu'elle a eue dans sa pratique d'activité physique et par la suite, les contre-indications un peu plus spécifiques à sa condition à elle en termes de cancer de traitement. Donc, je sais pas, Lisa, si tu as quelque chose à rajouter là ou Ouais, je m'avais dit, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé en a une définition sur l'activité physique qui est tout mouvement squelettique qui fait en sorte que on dépasse une certaine énergie, fait partie de l'activité physique. Donc, l'activité physique, oui, ça comprend le sport, mais ça comprend les loisirs, les tâches ménagères, les activités, les pauses actives, toutes les activités légères qui entourent tout ça. Donc, dans le cas de gens qui sont atteints par une maladie quelconque, puis l'intensité, c'est propre à chacun aussi, si je peux dire, dans le sens où pour une personne, une intensité qui peut être faible pour moi peut être très élevée pour une autre personne à côté. Donc, c'est relatif, puis il faut respecter les limites de chacun, comme disait Roxane. Mais si on veut préserver l'autonomie, moi, c'est souvent dans cette optique-là que j'aborde mes clients, mes participants, peu importe. Toute activité physique et tout ce qui englobe finalement le mouvement des muscles squelettiques. D'accord. Merci pour ces précisions-là. Bon, du coup, l'intérêt d'être actif, je pense que le tour est fait. Il faut arriver à trouver un moyen d'être actif, puis rien de tel qu'en
Alors, on a eu Aurélie et Marie-Lie dans le chat qui disaient l'équivalent. C'est vrai qu'en France, c'est les APA, c'est les éducateurs d'activité physique adaptée. Donc, effectivement, ça serait l'équivalent des kinésiologues québécois dans le sens où c'est vraiment adapté à la situation de la personne et puis vraiment l'évolution, etc. On reparlera, c'est intéressant parce qu'Aurélie mentionne dans le contrat qu'elle avait et qui s'est arrêté à cause d'un manque de budget de la part de la Ligue contre le cancer qui finançait plus. Ça, on en reparlera aussi du financement de la Fondation du cancer du Québec. C'est vrai que les montages financiers qui sont derrière toutes ces aides à l'accompagnement, ils sont quand même hyper importants pour que les personnes puissent bénéficier d'un accompagnement adapté. Donc au final, voilà, quelles idées on peut avoir collectivement et puis culturellement pour pousser aussi cet élan-là. On y revient un petit peu plus tard. Un des sujets qu'on trouvait très important à aborder, c'est la posture de professionnel. Donc, vous avez l'habitude d'accompagner des gens et certaines postures, mais dans le contexte d'un accompagnement d'une personne, d'un patient atteint de cancer, la posture elle est un peu particulière. Alors, Caroline, peut-être que tu veux commencer avec la posture notamment de l'infirmière libérale, parce que c'est forcément quelque chose de votre quotidien. On est toujours dans une posture de bienveillance, de toute façon, et on est surtout dans l'écoute et l'observation. Et moi, avant tout soin, je commence déjà à me mettre au même niveau que le patient, toujours. Si le patient est couché chez lui dans un lit adapté, moi je prends une chaise, je me mets à son niveau et je prends toujours le temps de discuter, déjà prendre des nouvelles, comment ça se passe. Et voilà. C'est aussi une prise en charge globale. Et cette posture de bienveillance et d'écoute, on crée un lien de confiance. Et ce lien de confiance, c'est aussi 50% du soin derrière, forcément. Et je trouve que voilà, même si on est libéral, même si on est toujours un petit peu avec le temps, mais voilà, ce sont des patients qui ont besoin de temps, qui ont besoin de nous. On n'est pas que là pour faire la chimio, brancher, débrancher, amener des traitements pour les effets secondaires. On est aussi là pour écouter ce qu'il a à nous dire, ses messages. Et ça, c'est aussi notre posture de soignant avant tout. L'écoute et puis cette bienveillance, tout ce qu'on peut leur apporter, quoi. Et qu'en effet, quand il y a un lien de confiance qui s'est installé, on gagne énormément pour la suite des traitements et peut-être justement les inciter à bouger plus en termes d'hygiène de vie, puisque quand je parle à domicile, si nous en France ça commence un petit peu à bouger par rapport au sport santé, c'est aussi participer aux tâches ménagères, aider le conjoint et voilà, il faut créer ce lien de confiance à domicile. Mais ça prend du temps parce que le lien, on est intrusif. Donc voilà, et puis aussi on est dans la démarche de qu'est-ce qu'il a compris de sa pathologie aussi. Parce qu'est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il est dans le déni, voilà, ça aussi ça fait partie du groupe de soignants, de savoir où il en est dans son cheminement en fait. Moi je peux ajouter dans un volet d'encadrement d'activité physique, ce qu'on veut pas, c'est mettre de la pression sur le patient, donc leur démontrer, je pense que dans la diapositive, c'est bien mentionné là, un petit peu d'indulgence, d'empathie. Donc, si la personne a dit ton plan d'exercice, j'ai pas été capable de le faire cette semaine, j'étais trop fatiguée, ma chimio n'a pas bien été, mais évidemment, c'est pas grave. La personne puis qu'elle se mette au centre de son plan de traitement, puis lui proposer peut-être des exercices de respiration, des exercices d'étirement pour compenser dans les journées où ce que ça va moins bien. Donc, de pas nécessairement mettre l'emphase sur, mais tu sais, si tu veux que ça fonctionne ou si tu veux voir des effets, il faut absolument que tu fasses ton plan tant de fois semaine. Donc, on n'est pas dans une rigueur, dans un cadre très rigide. Faut que la personne soit à l'aise de pratiquer ses exercices. Faut qu'elle sente en fait que la personne qui l'accompagne, soit son kinésiologue ou peu importe le problème de la santé qui va lui parler d'activité physique, sente qu'elle comprenne sa réalité, qu'il y a des journées, la personne a de la difficulté à se lever de son lit, à se faire manger, puis à faire une brassée de lavage. Si on lui demande d'aller marcher 30 minutes dans tout ça, c'est pas réaliste. Donc, faut vraiment, comme Caroline l'a mentionné, c'est diminuer nos attentes à nous en tant qu'entraîneur, en tant qu'intervenant, puis ramener les attentes aussi de la personne, qu'elle se sente pas coupable. Des fois, il arrive et dit, mais là, je suis vraiment déçue de moi, j'ai pas réussi à faire ce que tu m'as demandé, mais c'est pas en ce moment, la priorité, c'est
l'enchaînement des différents traitements, puis l'activité physique est là comme accompagnement et non pas le centre du traitement. Donc, il faut rassurer les personnes, les mettre dans un contexte où est-ce qu'ils vont être en confiance de nous dire là qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui va bien en termes d'activité à la maison. Oui, puis si je peux ajouter, tu sais, c'est sûr que l'empathie, c'est la priorité, l'écoute, le lien de confiance, comme disait Caroline un petit peu plus tôt. C'est important de le créer. Moi, j'ai un volet à distance, donc je suis même pas à proximité de mes patients nécessairement. Puis, je réussis quand même à créer un lien, elles se confient à moi, c'est important de les écouter, de s'assurer qu'on adapte. L'adaptation, c'est très important dans ce cas-ci. Je pense que ça va beaucoup avec l'écoute, comme disait Roxane, de s'assurer que tout soit en bonne et due forme pour les patientes à ce moment-là, pour que ça puisse que ça continue aussi, que ça reste une habitude dans le temps, puis que ça perdure. C'est surtout ça. C'est un petit peu, parce que dans mon cas, c'est le but de l'activité physique, c'est d'établir l'habitude pour qu'elle perdure dans le temps, puis que la personne se sente confiante pour le faire, qu'elle ait la confiance en toi, la fierté de continuer pour que ça devienne l'habitude et qu'elle bénéficie des bienfaits à long terme et non pas juste au moment où elle est suivie à ce moment-là. Et dans les ajustements, c'est des ajustements très rapides qu'il faut avoir parce que d'un jour à l'autre, la fatigue peut être elle peut arriver très vite, etc. Et du coup, c'est à quelle fréquence est-ce que vous vous assurez de faire les bons ajustements ou de lui demander comment ça va? Est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour en fonction des périodes? Je veux pas aussi serrer que ça, honnêtement. Je veux plus y aller dans rendre ma personne autonome, donc consultation, dans les recommandations que je vais émettre à mes patients, je leur fais comme un petit cours 101 de comment adapter eux-mêmes leur plan d'exercice. Donc, moi, je dis, bon, avec ce qu'on a fait ensemble comme évaluation, voici notre plan de base. Après ça, selon comment qu'on va, on peut l'abaisser, le faciliter, comme on peut le rendre plus difficile selon, des fois, c'est même des cycles. Hein. Les gens avec les traitements de cheveux, des fois, il y a des cycles. Donc, la première semaine, il y a moins d'énergie. Rendu à la 3e semaine, avant leur prochain traitement, ils se sentent déjà mieux. Fait qu'on peut augmenter à ce niveau-là le niveau de difficulté. Donc, les gens, je leur donne toujours des guides, en fait, sur ce qu'ils peuvent faire. Ben, pas nécessairement pas faire, mais comment ajuster le niveau de différents exercices. Et puis, je vais faire un suivi par après, au moins 2 semaines, 4 semaines. Souvent, c'est juste des petits courriels. Souvent, dans le cadre, moi, de mes fonctions à la Fondation, je n'ai pas, je suis là un temps partiel, donc j'ai 2 après-midi par semaine. Je peux pas faire le tournée de tous mes patients. Donc, souvent, je me laisse, moi, des petites notes, puis je fais des suivis par courriel. Hey, bonjour, comment que ça se passe jusqu'à présent? As-tu besoin de se revoir? Sens-tu le besoin d'être accompagné dans l'ajustement de ton plan ou tu te sens en contrôle, puis c'est correct. Puis souvent, je vais fixer d'emblée un rendez-vous de suivi qui va être 4 à 6 semaines plus tard là, pour faire vraiment comme un changement des exercices, juste pour des fois la motivation. Là, toujours refaire les mêmes choses, ça peut devenir blasant. De motivation, je vais les revoir pour modifier les exercices ou le plan de match qu'on avait mis en place. Ça marche, super intéressant. Donc, Caroline, toi, tu mentionnais que l'accompagnement, c'était quasiment 50% de la guérison. Ouais. Alors nous, la différence par rapport vous au Québec, c'est que nous, on les voit pas sur forcément du long terme, c'est-à-dire sur le temps donné de la chimio en fait, sur les 3-4 jours de chimio. On va les voir en pré-chimio parce qu'il y aura un bilan à faire biologique. Donc on va leur demander comment ils vont. On va les suivre sur le temps de chimio et on peut les suivre également. Alors moi, ça m'arrive, comme d'autres collègues, si à un moment donné de chimio, il y a trop d'effets secondaires, où ils sont vraiment très très fatigués, voire épuisés, ils peuvent nous demander de l'aide pour du nursing, une aide à la toilette. Donc là, en effet, on peut les suivre un peu plus. Mais nous professionnellement, en fait, on les suit comme ça. Voilà. Après, on fait les retours aux médecins concernés et tout, mais sur l'activité physique, on n'a pas du long terme comme vous, en fait. On n'a pas ce même suivi, quoi. Mais est-ce qu'Elisa et Roxane, vous rejoignez sur le 50%, enfin l'écoute, l'empathie et des 50% de la guérison ou... J'assume que oui. Oui. J'imagine aussi. J'imagine, oui.
J'ose croire que ça fonctionne. Ouais, il faut positiver. Ouais, je pense qu'il faut positiver quand même. Il faut arriver à positiver pour eux déjà. Et ce que je trouve intéressant, c'est un commentaire que Francine vient de faire. C'est rigolo, on n'a pas du tout évoqué ça, mais dans le chat, là, elle écrit, je crois que l'important, c'est que la personne continue à bouger, d'y associer l'éveil à tous les sens, voir, sentir, écouter, regarder le ciel, les couleurs, les chants d'oiseaux, continuer à apprécier en fait des choses simples de la vie qui stimulent tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez dans les accompagnements? Mais moi, je priorise des choses que la personne y trouve du plaisir. Donc, si pour elle, en salle d'entraînement, c'est son endroit où elle bouge et elle est bien, ben je vais prioriser la salle d'entraînement à ce moment-là. Si c'est d'aller faire de la randonnée et justement d'avoir la chance que pour elle, ça la sorte de son quotidien d'aller marcher, justement, sentir, regarder, écouter la nature, ben c'est sûr que c'est à prioriser parce que quand on parle d'habitude de vie, notre but, c'est que ça se maintienne dans le temps. Donc, elle doit faire des choses qui lui plaisent et non pas quelque chose qui est imposé en tant que tel, parce que ça restera pas une habitude à ce moment-là. Ouais, le plaisir. Le plaisir. Mais du coup, être très à l'écoute à ses leviers de motivation, de plaisir, son niveau d'énergie, etc. Donc, on parle énormément d'écoute et de psychologie. Et donc, au milieu de tout ça, la place du professionnel, j'imagine que ça doit pas être toujours facile vous êtes forcément personnellement très impliqué. C'est une aventure humaine dans un moment très difficile. Caroline, tu disais, on rentre dans l'intimité des gens, donc c'est vraiment des périodes particulières. Donc, on s'était dit en préparant que ça serait bien de faire une parenthèse sur comment se protéger en tant que professionnel, parce que l'idée, c'est que vous puissiez accompagner un maximum de personnes après aussi, et que du coup, vous puissiez garder votre énergie à accompagner d'autres, même si des fois, il y a des mauvaises nouvelles. Alors, est-ce que vous avez des trucs à donner à tous les professionnels qui écoutent aujourd'hui pour se protéger, pour pratiquer le plus longtemps possible? Moi, en tant qu'infirmière libérale, j'essaie toujours de mettre un cadre, même si parfois, quand on crée ce lien de confiance, parfois on peut avoir des affinités plus avec tel ou tel patient. Mais il est important de se mettre un peu un cadre en se disant je suis là pour l'accompagner, que je sais que j'ai d'autres patients derrière et que pour accompagner mes autres patients derrière, il faut moi-même que je sorte de chez ce patient bien avec moi-même. Et c'est pas toujours facile parce que ça peut faire un effet miroir, ce que le patient va me dire quelque part, parce que ça peut nous ramener à notre vie privée aussi, parfois. Et c'est toute la complexité, mais bon, c'est un travail qu'on apprend avec les années à faire, essayer de se mettre un cadre. Et avoir recours à ses collègues aussi, parce qu'on peut sortir parfois complètement un peu désabusé, on n'a pas réussi le soin comme on le souhaitait. Le patient nous a fait part de certaines choses qui nous touchent particulièrement. Et moi, dans ces cas-là, pour pouvoir continuer, j'appelle une collègue. Est-ce que tu as le temps 5 minutes? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Pour moi, me sentir mieux et pas faire cette transparence à mes autres patients derrière, quoi. Voilà. Je suis d'accord avec Caroline, là, de connaître ses limites en tant que professionnel, c'est vraiment important. Puis, tu sais, le dit cadre, moi, dans mon quand je sens que ça devient au-delà de ce que mon écoute et mon empathie peut apporter à la personne, parce que une mauvaise nouvelle, des fois, c'est une patiente qu'on suit depuis longtemps, qu'on a tissé des liens. Quand elle annonce une rechute, par exemple, mais c'est sûr que ça va toucher, oui, l'intervenant, mais des fois, ça va toucher personnellement aussi. Et puis de connaître ses limites. Puis souvent, moi, je vais référer. Ou tu sais, je pense que c'est pas mauvais de le mentionner à la personne que ça nous attriste. Donc de dire à la personne comment on se sent avec cette nouvelle-là, sans évidemment le sur elle là, mais de dire que ça nous attriste, que on est déçu, etc. Et puis, évidemment, de référer vers des services d'accompagnement psychologique quand ça dépasse là, nos compétences. Donc, nous, avec la Fondation, des fois, ça peut être intéressant, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais on a un service là, de psychologie, on a une ligne info-santé où ce que les infirmières peuvent discuter avec les patients quand il y a des mauvaises nouvelles. On a un service de jumelage aussi, donc que les patients peuvent parler avec des personnes qui sont passées par là. Donc, des fois, c'est plus facile d'en parler avec quelqu'un qui connaît cette réalité-là ou qui a déjà eu des mauvaises nouvelles qu'avec son entourage, parce que souvent, les gens, ils veulent leur en parler.
pas faire de la peine à leur entourage, etc. Donc, référer vers des services qui sont un petit peu plus spécialisés là, au domaine de la psychologie, je pense que c'est une grande aide pour nous on a des bases, là, évidemment, en tant que professionnel de la santé, on a des bases, mais c'est pas notre spécialité, donc on met des limites et on réfère aux besoins, évidemment. Elisa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce thème? Moi, c'est un petit peu différent parce que je suis pas comme Caroline et Roxane dans le moment du traitement. Donc, faire face à des rechutes ou ce genre de truc-là, c'est peut-être un petit peu moins, ça m'arrive, en fait, ça m'est pas arrivé encore, je vais toucher du bois, là, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai une patiente qui s'est cassé le poignet. Puis là, c'était de réévaluer parce que pour moi, c'est comme une perte à sa vie de ne plus pouvoir pratiquer l'activité physique et tout. Donc, c'est aussi de respecter, j'appelle ça ma frontière professionnelle, c'est de qu'est-ce que je peux faire moi en tant que kinésiologue, puis comme disait Roxane, de référer au bon professionnel au moment où je sens que ma limite est atteinte, puis que j'ai plus les ressources pour aider mon client, ma participante, mon patient, peu importe qui est devant moi à ce moment-là. C'est vraiment de dire, moi, je suis pas la ressource pour vous. Il s'agit d'aller consulter tel type de personne, que ce soit un physiothérapeute, un psychologue, un médecin, peu importe. Je pense que la référence est importante, puis la limite de nos frontières professionnelles est importante aussi. Ouais, et moi je terminerai que. C'est intéressant. Excuse-moi, je terminerai qu'en effet, en libéral, à domicile, dans le cabinet, il est important d'en discuter entre nous, parce qu'en effet, on a tous nos limites. Et peut-être qu'à un moment donné, on se dit, c'est moi qui dois y retourner demain, mais franchement, j'ai pas envie, vu comment ça s'est passé hier, et dire à la collègue, écoute, est-ce que tu acceptes d'y aller demain, parce que pour moi, c'était trop difficile. Voilà, je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Et il faut accepter ça, puisqu'on est un peu démuni à domicile, on n'a pas de psychologue, on peut pas faire appel, mis à part éventuellement appeler un médecin. Mais voilà, il est important à domicile d'en parler entre nous en tout cas, et se dire ok, moi j'entends, tu veux pas y aller, je prends le relais. Voilà, ça c'est très important aussi. Ouais, du coup, tu as la force de l'équipe pour c'est l'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe. Mais c'est limites. Exactement. Ce qui est intéressant dans le sondage, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, il y a un sondage pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport aux différentes limites. On a un petit peu moins de la moitié qui va mettre les limites qu'il faut. 33%, ça va à peu près. Et puis 25%, c'est vraiment très dur. Alors bon, c'est 5, 4 et 3 réponses. Donc si vous voulez aller dans le chat et répondre, vous êtes 42 à nous écouter. Dites-nous comment vous positionnez. Mais effectivement, c'est normal. Professionnel, ça soit quand même quelque chose de difficile. Mettre ses limites dans la vie en général, c'est pas facile. Puis dans ce contexte-là, j'imagine encore plus. Voilà. Donc merci pour ces quelques astuces, on va dire, pour arriver à connaître ses limites, donc à se connaître en tant que professionnel et puis passer le relais, savoir passer le relais quand c'est le moment de le faire. On passe à un autre sujet, c'est la première rencontre, la prise en charge. En fait, quand vous avez un nouveau patient qui vient vous voir, vous allez démarrer une nouvelle prise en charge, un nouvel accompagnement de l'activité physique d'une personne, quel que soit son stade donc est-ce qu'elle est pré-traitement, traitement, post-traitement. Comment ça se passe? Parlons un petit peu de méthode, Roxane. Alors, la première des choses, c'est super important de connaître l'état de santé de la personne, puis où est-ce qu'elle en est dans ce fameux stade, de connaître les différents effets secondaires qui sont associés avec les différents traitements que la personne est en cours ou a eu dans le passé, parce que des fois, c'est des effets secondaires qui persistent depuis la fin d'un certain traitement. Donc, tantôt, il peut y avoir l'accumulation de certains éléments à prendre en considération. Par la suite, ce qui est le plus important, à mon avis, c'est vraiment les objectifs de la personne, puis ses attentes, parce qu'après, ce qu'on va proposer comme activité, ça doit tourner autour de ça pour aller chercher la motivation puis l'intérêt à long terme, comme Elisa l'a bien mentionné tantôt. Donc, si on propose quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que la personne, elle a vraiment les intentions, elle n'appliquera pas notre plan d'exercice. Je fais toujours une portion d'habitude de vie. Donc, on sait que les différents traitements, les effets secondaires vont influencer la qualité de sommeil, l'alimentation,
le stress. On fait une petite tournée, on regarde comment ça se passe là pour notre personne à ce niveau-là. Évidemment, physique qu'elle fait actuellement, puis qu'est-ce qu'elle faisait avant. Donc, on va venir comparer, puis souvent, mais on fait un lien avec les objectifs de la personne, ça se rejoint souvent à ce niveau-là. Et puis, dans la portion plus objective, on va venir évaluer, oui, la condition physique de la personne, mais pas dans un objectif de faire un test et retest, pas dans l'objectif de venir catégoriser notre personne par rapport à la moyenne des gens. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce que ma personne est capable de faire actuellement? C'est quoi son niveau d'énergie? C'est quoi sa perception d'effort avec les différents mouvements que je vais lui demander? Pour, après ça, avoir ma ligne de base. Là. Sur ma personne est capable de faire ça en ce moment, bien, je vais partir de là pour établir mon plan d'entraînement. On va regarder aussi comment certains paramètres vont varier, par exemple la tension artérielle, la fréquence cardiaque, qui vont être influencés souvent avec les différents traitements. Donc, pour être un petit peu plus précise, là, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du sport qui sont à l'écoute. Je vais faire comme test cardiovasculaire un 6 minutes de marche. Donc, on est dans le très simple, on en a de marcher pendant 6 minutes. On calcule la distance. Donc, moi, par exemple, j'ai accès à un grand gymnase. La personne me fait le maximum de tours à son rythme. Elle peut arrêter, elle peut prendre une pause, elle peut accélérer. Pas qui s'essayent, qui vont faire un petit peu de jogging au travers. Donc, l'idée, c'est de voir comment la personne va réagir avec l'exercice. Puis après ça, on fait le pont. T'sais, là, ce qu'on a vécu, vous m'avez dit que vous étiez essoufflé, on a une perception d'effort environ 5 sur 10 sur notre échelle. Donc, bon, ça devient une référence pour la personne quand elle est à la maison pour ajuster son plan d'exercice. Donc, ce que je veux, c'est plus de le faire vivre, moi, d'avoir un baseline de condition physique pour avoir une meilleure progression possible là, dans ma prescription d'exercice. Elisabeth, c'est autre chose à rajouter sur la prise en charge? Moi, tu sais, comme je disais, je suis plus dans le poste, puis honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence avec un client normal versus une personne qui a terminé ses traitements en cancer. C'est-à-dire que oui, il va peut-être avoir un petit peu plus de questionnements sur les limitations, sur les effets secondaires, sur les objectifs en tant que tel aussi. Peut-être que la personne, dans 3 ans, a envie de courir un marathon, il y a quand même ça peut être possible comme ça peut ne pas, c'est tout dépendant de la condition physique de la personne. Moi aussi, je vais aller faire l'évaluation de la condition physique pour voir on en est où, mais moi, dans l'objectif de retest, pour justement voir comment réagit la personne face à son plan d'entraînement, face à la motivation aussi. Pas, si on est plus compliant, on risque d'avoir de meilleurs résultats. Donc, moi, c'est vraiment dans le but d'à long terme, établir l'habitude, s'assurer que l'activité physique reste dans la vie de la personne le plus longtemps possible. Comme avec monsieur, madame, tout le monde, finalement, c'est le même principe. C'est juste qu'il y a certains drapeaux rouges qui vont être levés peut-être par rapport à certaines limitations. C'est la seule chose qui diffère à ce moment-là peu importe avec qui, on va demander les limitations et tout. Donc, ça reste un petit peu le même type d'intervention que n'importe qui qu'on va rencontrer finalement. Merci. Caroline, toi, tu mentionnais tout à l'heure, en fait, quand tu prends en charge les nouveaux patients, c'est qu'ils ont eu depuis peu, en fait, le diagnostic. Et non, toi, tu disais que la première chose que tu veux voir où ils en sont par rapport à la nouvelle. En fait, quand ils nous appellent, que ce soit un patient qu'on ne connaît pas, c'est moi, je prends toujours là aussi le temps d'écouter, d'échanger. Je veux savoir où ils en sont par rapport à la pathologie, à quel stade ils en sont. Est-ce qu'ils sont dans l'acceptation ou pas, dans le déni, savoir ce qu'ils ont entendu, ce que l'oncologue leur a dit et eux, ce qu'ils en ont compris aussi. Je leur explique comment ça va se passer à la maison avec les traitements. Je leur dis toujours qu'on est toujours disponible pour répondre à leurs questions, que ça soit maintenant ou plus tard. Et puis, j'aime bien savoir aussi leurs habitudes de vie à domicile pour justement programmer nos passages, parce que peut-être ce sont des gens qui ont besoin de temps le matin pour se lever, il y en a qui préfèrent qu'on passe plus tôt. C'est très important aussi de connaître à domicile les habitudes de vie par rapport à ça aussi. Voilà, par rapport à faire les futurs soins en tout cas. Voilà.
Une petite question pour toutes les trois. On n'a pas forcément parlé de ça, mais c'est Francine dans le chat qui dit sans oublier ses proches. Est-ce que les proches, les aidants naturels, ça fait partie des questions que vous allez poser, vous les considérez, de quelle façon? Alors à domicile complètement, hein, parce que c'est un aidant naturel et l'aidant naturel peut être aussi bien en souffrance que le patient lui-même. Donc de toute façon, il fait partie intégrale de la prise en charge, forcément. Et c'est même peut-être lui qui parfois peut nous alerter sur certains signes, sur certains effets secondaires que le patient n'oserait pas nous dire. Donc en effet, moi je tiens toujours compte de l'aidant, parce que l'aidant, il a aussi besoin de notre aide, il a besoin aussi de notre écoute. Si même parfois il n'exprime pas, on le voit bien en arrivant dans une maison, on sent bien un petit peu l'ambiance qui peut régner parfois. Ça peut être un peu tendu, comme ça peut être très détendu, selon les jours, en effet. Et moi, la prise en charge, elle est globale, mais c'est avec l'aidant naturel, le conjoint, ou voilà, en effet. Alors Roxana et Elisa, vous n'êtes pas à domicile, est-ce que les aidants naturels ont aussi un rôle à jouer? Souvent, quand la personne manque de motivation, souvent c'est là que je vais parler plus de la famille, des proches, le conjoint, les enfants. Donc, des fois, pour que l'activité physique soit faite plus dans un cadre familial ou avoir un partenaire d'entraînement. Donc, des fois, d'aller marcher avec son conjoint ou son conjointe le soir, etc. Donc, c'est plus dans cette optique-là que je vais des proches. Les rencontres vont souvent vite, on a beaucoup de choses à parler, donc c'est plus difficile souvent de poser des questions sur l'implication là, des proches. La question va souvent s'aborder sur la question du stress, de l'anxiété. Est-ce que, tu sais, je vais souvent poser la question s'ils ont un certain support à la maison, etc. Donc, c'est souvent dans ce cadre-là qu'on va aborder les proches. Avec la fondation, je peux offrir des services aux proches aidants. Ils pourraient venir me voir pour en apprendre davantage sur comment accompagner, aider les gens dans leurs proches atteints de cancer, dans la pratique d'activité physique, qu'est-ce que eux ils peuvent faire, etc. C'est très rare, par contre, que ça m'arrive là jusqu'à présent. En fait, c'est très rare jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment les personnes atteintes de cancer qui viennent me consulter principalement là jusqu'à présent. De mon côté aussi, c'est rare que les proches sont impliqués. C'est souvent un processus plus individuel. Puis le but, c'est de justement que l'activité physique soit une activité qui vient de motivation intrinsèque. Donc, on essaie de, comme je disais tantôt, le plaisir de trouver des activités qui intéressent la personne en elle-même. Si elle veut être accompagnée, tant mieux, ça peut être une source de motivation. Mais c'est rare que j'implique dans mon intervention les proches à ce moment-là. Ok. Merci. On parlait du stress et de l'anxiété. Une petite parenthèse sur l'hypnose. Quand j'ai présenté Caroline, je vous disais qu'elle était diplômée en hypnose et que donc Caroline, je vais te laisser parler vraiment de ce sujet qui peut sembler typique, mais moi ce que j'ai aimé, c'est quand tu m'avais parlé du fait que tu pouvais, pour le bien-être des patients qui vont avoir un traitement ou alors une chirurgie, on peut utiliser l'hypnose pour réduire le stress et l'anxiété, et que du coup c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, du coup, en effet, il faut savoir que quand il y a des cures de chimio avec tous ces effets secondaires, ces traitements qui sont lourds, des sources de stress, d'anxiété, donc de fatigue, de troubles de sommeil, et donc ça a un impact sur leur vie au quotidien, forcément. Et je me suis rendu compte qu'en pratiquant des séances d'hypnose, juste en leur amenant que du bien-être, en fait, un moment de relaxation, un moment qui leur appartient qu'à eux, voilà, qu'un moment pour eux, qui peut durer 45 minutes. Alors, c'est vrai que c'est des séances que je mets en place dans des fins de tournée ou que je reviens à domicile, la personne le souhaite. Mais voilà, c'est l'occasion pour eux de prendre un moment pour eux et qu'ils retrouvent un moment de paix avec eux-mêmes, en fait. Quelque part, c'est voilà un moment de détente, de bien-être. Et je me sers aussi de l'hypnose pour les préopératoires. J'en ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs, pour une récidive de cancer du sein, 3e récidive de cancer du sein. Donc chirurgie aussi ganglionnaire, pour quelqu'un qui était énormément stressé. Et qui pleurait d'ailleurs même avant la séance, qui a pleuré pendant la séance. Et pour info, c'était donc le matin, fin de matinée. Je connais la fille de cette patiente qui m'a appelée en disant maman est partie à l'intervention avec le sourire. Voilà.
C'est juste un moment pour leur dire, pour les apaiser et leur dire que tout va bien se passer. Alors après, moi, je les accompagne. Hein. En hypnose, c'est juste de l'accompagnement. C'est pas moi qui fais le travail. Je leur demande juste d'aller laisser leur inconscient aller chercher des ressources. On a tous des ressources en nous qui nous permettent d'aller mieux, hein, qui permettent. Et donc, je les accompagne pour aller chercher les ressources. Et eux, ils font le travail. Et puis, je leur apprends aussi, s'ils le souhaitent, l'auto-hypnose, parce que ça peut leur servir à un moment T. À un moment donné, ils se vont pas très bien d'une journée. Moi, je leur propose de les apprendre à les séances d'auto-hypnose. Justement, aller chercher ces ressources qu'ils ont en eux, apprendre à les gérer, apprendre à gérer ce moment pour eux. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vu des résultats fabuleux, des gens qui ne sortaient plus de chez eux à cause des effets secondaires, à cause aussi de les dents qui étaient en souffrance. Donc, c'était aussi pour protéger les dents. Et j'ai des gens qui me disaient j'aime bien faire du vélo, tout ça, je peux plus. Et ben ce sont des gens qui sont repartis faire du vélo, qui vont accepter de reprendre leurs petits-enfants en garde. Et ça c'est du bonheur pour eux derrière. Voilà, c'est leur apporter du bonheur dans cette pathologie, quoi. C'est super cool. Donc, pour information, Caroline, donc est infirmière libérale et a monté une qui s'appelle les Roses Libres, qui est une équipe de 3 infirmières libérales en France qui va participer au Rose Trek. Donc, le Rose Trek, c'est une activité sportive pour collecter des dons. Il y en a beaucoup pour la Ligue du cancer du sein. Pour le ruban rose, en fait. Et du coup, pour le ruban rose, voilà. Et puis là, je vais vous partager un lien si vous avez envie. En fait, il est possible, en faisant un don à l'équipe des Roses Libres, des Roses Libres, d'offrir des séances d'hypnose. Donc, Caroline pourra faire des séances d'hypnose et les offrir à des patients et donc apporter un bon moment dans une situation comme celle qu'elle vient de mentionner. Donc, je vous ai mis le lien là. Je sais pas si vous voyez apparaître, mais voilà, c'est toute l'implication, Caroline, derrière ce projet, justement, des Roses Libres et puis du temps qu'elle va donner à des patients. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que les séances d'hypnose peuvent très bien se faire à visio, à distance, et ça fonctionne très, très bien aussi. Voilà. Hein, donc, c'est une autre manière de faire, mais il faut vraiment vous rassurer. Je l'ai fait il y a pas longtemps, alors pas dans le cadre du cancer du sein, pour la phobie de l'avion, et ça se fait vraiment très très bien. Ça se réalise très bien, en toute confiance, en toute sécurité, et donc il y a aucun souci. Alors en effet, voilà, moi j'ai créé les Roses Libres avec 2 collègues infirmières libérales pour faire un trek pour soutenir le ruban rose. Parce qu'on est infirmière libérale, alors certes on soigne les femmes atteintes de cancer du sein, mais c'est aussi à titre privé qu'on le fait. Voilà, il y a professionnel et à titre privé. Voilà. Puis on va parler justement de tous ces mécanismes de financement pour permettre à des malades d'être le mieux accompagnés possible. Et c'est là que je choque des cultures à la place de l'activité physique Canada, France, le lien entre justement la coordination, oncologie, etc. À préparer, une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'était justement Roxane, je crois, qui mentionnait que l'activité physique faisait partie intégrante du plan de traitement au Québec. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Ouais, c'est pas tout le temps le cas, mais ça devient de plus en plus fréquent chez les oncologues d'encourager les patients à rester actifs et à bouger durant leur traitement. Donc, voilà, quand je disais que ça faisait partie du plan de traitement, c'est que c'est mentionné, c'est valorisé, c'est encouragé chez les patients. C'est pas obligatoire, évidemment. Et puis, chaque oncologue il doit choisir par rapport au type de cancer, au stade que la personne a eu. Donc, c'est de plus en plus fréquent que les personnes, moi, ils viennent me voir, bien, c'est mon oncologue ou mon infirmière pivot qui m'a forcément recommandé de venir te voir aujourd'hui. Donc, c'est par là souvent qu'on commence. Il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous aussi, hein. C'est pas d'emblée quelque chose de présent partout, mais on voit une augmentation là dans les dernières années. Mais je dirais que c'est même pas seulement qu'en oncologie, mais dans notre système de santé, point que on a envie que qu'on fasse partie de l'équipe de prévention et que le rôle du kinésiologue soit mis de l'avant. Notre but, c'est de justement éviter
que les gens soient malades le plus longtemps possible. On veut modifier les habitudes de vie. Notre rôle, c'est de justement ça, de prévenir. Puis, c'est pour moi, ça va être mon cheval de bataille pour toujours. Je dirais que, à mes yeux, c'est pas assez mis de l'avant, que ça doit être plus présent dans notre système de santé. Même si je me rends compte qu'on est quand même assez choyé si on compare avec la France un petit peu, de ce qu'on a entendu de Caroline de ce côté-là. Mais je crois qu'il y a encore un grand pas à faire pour faire mettre de l'avant encore plus la prévention puis le rôle du kinésiologue dans notre système de santé. Ouais, c'est ce que disait Barbara, il y a le sport santé qui se met tout doucement en place en France, mais on est qu'au début pour l'instant. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans cette même démarche culturelle que vous, quoi. Pas du tout. Et puis, il y a un problème de financement aussi qui est derrière, hein. Voilà. Il y a tout ça aussi et c'est compliqué, c'est complexe en France pour mettre en place tout ça. Justement, par le financement, Roxane et Elisa, comment est-ce qu'un patient est amené à faire appel à vos services? Comment est-ce que vos services sont payés à la fondation? Ça fonctionne comment tout ce mécanisme financier? Donc, en fait, pour moi, la fondation, c'est une organisme à but non lucratif. Donc, la Fondation québécoise du cancer qui a vraiment pour but de donner des services, d'accompagner les gens et leurs proches atteints de cancer. Donc, 100% des services en kinésiologie sont payés par la fondation. Donc, les gens qui viennent me voir n'ont rien à débourser. Donc, souvent, ça enlève un bon fardeau sur leur tête parce qu'ils se sentent accompagnés, ils se sentent encadrés sans avoir un fardeau financier qui vient avec. Donc, en fait, la fondation, nous, on a 2 grosses campagnes de financement par année, puis sinon, mais c'est des dons que soit les usagers, leurs proches peuvent faire. Donc, voilà, on est établi à travers la province de Québec au complet. On a 5 établissements. Et puis, voilà. Donc, la majorité de nos services, en fait, là, sont gratuits ou à coût modique pour les gens atteints de cancer. Nous, en fait... Je disais que c'était beaucoup de legs avec des testaments. Pardon. Ah non. Vas-y, Barbara. Non, je disais que Roxane, tu disais qu'il y avait beaucoup de legs avec les testaments. Enfin, c'est vraiment des dons privés. Enfin, c'est des initiatives très privées. Au final, les gens comme nous qui avons envie que vraiment ça puisse être démocratisé, qui choisissent de faire des dons, quoi. Oui. Ben nous, en fait, c'est un projet de recherche, donc il a fallu aller chercher des subventions, puis c'est la Fondation Cancer du sein qui chapeaute notre projet en majorité, je dois dire. En fait, en totalité, si je ne me trompe pas. Les participantes sont recrutées auprès des médecins de famille, puis au site à Joliette, il y a aussi l'oncologue, la chirurgienne oncologue qui est beaucoup impliquée dans le recrutement de nos participantes. Donc, après ça, les participantes ont la chance d'être suivies par un nutritionniste et un kinésiologue de façon gratuite pendant la durée du projet aussi à ce moment-là. Donc, ça vient vraiment plus de la fondation aussi à notre... C'est plus du privé qu'au public à ce moment-là, si je peux dire. D'accord. Bon, on est d'accord que l'interdisciplinarité, comme le dit Francine dans le chat, c'est de plus en plus utile et apprécié. Donc, visiblement, en tant qu'infirmière, elle a une bonne collaboration interdisciplinaire. Et puis, tous les professionnels et les patients, je pense, peuvent vraiment constater les fils à être dans une bonne collaboration. Donc, puisqu'on parlons encore une fois méthode et les alertes, à quel moment accompagner quelqu'un, il vous faut alerter son oncologue ou les autres professionnels qui font partie du parcours de soins. Qu'est-ce qui doit faire dire ça, c'est pas normal, j'appelle le médecin. Alors, une douleur qui est inhabituelle, qui augmente, une sensation plus diffuse, puis surtout qui réveille, qui va être présente la nuit, qui va empêcher la personne de dormir. On va parler d'intensification des effets secondaires. Donc, si la personne a dit là, c'est d'un traitement à l'autre, c'est pire, bon, mais sont dans le processus de traitement, ils vont d'emblée aller voir leur médecin ou leur infirmière, puis voir avec ça. Je pense qu'en tant que kinésiologue, là, on les voit souvent, et puis des fois, les douleurs qui vont être un petit peu
à l'écart. Donc, je parlais du lymphodème, entre autres, tantôt, là, donc je pense que ça fait partie là, d'un rôle qu'on a de dépistage. Hein. Quand on a une patiente qui mentionne les différents effets, ben on peut lever la main puis référer évidemment rapidement. Nous, ici au Québec, c'est plus facile de passer, comme je le mentionnais, par les infirmières pivots que par l'oncologue directement. Donc, souvent, les patients ont déjà le nom de leur infirmière, qui sert vraiment de pont. C'est vraiment leur principal rôle entre le médecin et le patient. Ils sont présentes pour répondre aux questions des différents patients. Alors, souvent, moi, je vais communiquer avec eux quand j'ai soit, par exemple, je vais commence à avoir des étourdissements, qu'elle dit à la maison qu'elle a chuté. Donc, on va prendre l'avance et on va communiquer avec l'équipe de soins. Donc voilà, c'est sûr que moi, la majorité du temps, sont déjà suivis. Donc, oui, ça l'arrive, c'est moins fréquent, mais il faut être à l'affût là, des petits trucs qui sont anormaux ou qui s'intensifient rapidement. Oui, moi je rejoins Roxane. Donc à domicile, nous on est plus appelé soit le médecin ou l'oncologue, hein, puisqu'on a quand même des dossiers de suivi en oncologie, dans les centres d'oncologie. Et c'est vrai qu'on est sur les douleurs intenses, des effets secondaires intenses, un traitement qui n'est pas de chimiothérapie qui n'est pas supporté, où là on alerte. Parfois le faciès du patient, tout simplement, quand on arrive, on voit bien, voilà, le faciès peut en dire long sur l'observation aussi du physique. Et parfois les dents naturelles, et là aussi pour nous faire part que la nuit a été mauvaise, que là ça va plus du tout à la maison, qui souhaiterait une hospitalisation. Il peut nous en faire part parce que c'est trop compliqué, trop lourd pour lui aussi, pour les dents naturelles. Voilà. Donc là on alerte médecin traitant ou oncologue, en effet. Puis j'avais eu une question aussi en amont, peut-être pour Elisa. Qu'est-ce qui devrait alerter sur un exercice peut-être particulier, sans que ce soit peut-être une alerte vraiment médicale grave ou quoi, quand on devrait mettre la puce à l'oreille et dire cet exercice, arrête-le. Parce qu'en fait, quand tu prévois des exercices, c'est normal, c'est de l'effort physique, donc il y aura un certain niveau de douleur. Quand est-ce que on arrive à détecter que c'est plus normal ce niveau de douleur? On s'entend qu'une courbature, de sentir qu'on a bien travaillé en faisant l'exercice, c'est une sensation qui est normale jusqu'à un certain point. Si c'est chronique, que ça reste dans le temps, que ça n'évolue pas, que ça s'empire, comme dit Roxane, c'est là que je me poserais des questions à ce moment-là. Je dois avouer que mes participants des projets sont très alertes à leurs sensations, puis ils vont m'écrire rapidement Elsa, j'ai ressenti telle chose, est-ce que c'est normal? Elles se questionnent beaucoup rapidement pour justement pas empirer. On parlait de lymphodème tantôt, l'exercice peut faire revenir le lymphodème si on va une coche trop loin, mais sont très à l'écoute d'elles-mêmes, je dois dire. Ma phrase clé, c'est toujours de être capable de repartir le lendemain. C'est-à-dire que si on dépasse une certaine limite où on n'est pas capable de se dire je pourrais aller prendre la marche qui était prévue demain, on n'est pas dans le plaisir, le confort de l'activité physique. On a dépassé notre limite. Moi, je dirais rester à l'affût de nos propres limites aussi en tant que personne, puis consulter dans le cas où on se questionne par rapport à un exercice ou quoi que ce soit. Le professionnel est toujours là. Puis si je fais une petite parenthèse avec XFIT, ce qui est bien aussi, c'est que le chat avec les clients, c'est facile de contacter rapidement, puis on peut réajuster, proposer un autre exercice facilement, dire j'ai changé l'exercice dans le plan, le voici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ou on se prend un autre rendez-vous facilement. Donc, moi, je trouve que c'est un outil merveilleux, c'est de seulement être à l'écoute de notre monde, mais que nos clients, nos patients, nos participants soient aussi à l'écoute d'eux-mêmes, et n'attendent pas d'être suivis pour dire j'ai pas fait l'exercice à cause de telle chose. Non, le plus tôt possible de réagir, puis comme ça, le kinésiologue peut ajuster en fonction de la limitation, de l'inconfort ou peu importe. Bon, c'est intéressant. Tu mentionnais vite fait XFIT. Est-ce que dans le suivi, il y a des indicateurs que vous suivez de façon régulière? Parce que on est tellement dans le rajustement de l'écoute. Est-ce que malgré tout, vous avez des mesures? Qu'est-ce que vous tenez comme dossier? Comme je disais un petit peu plus tôt,
dans le cadre du projet, c'est un petit peu différent parce qu'on peut pas utiliser XFIT en tant que tel à cause du comité d'éthique et tout. Mais un outil que j'utilise qui est très motivateur pour les personnes, c'est le journal de bord. Donc, les gens remplissent un journal où elles voient leur activité physique dans la semaine, elles sont rendues où. C'est souvent motivant à se dire, mais la semaine prochaine, je suis capable d'en faire un petit peu plus, où sont mes limites, où ça a été plus difficile, voir quel type d'activité physique j'ai fait aussi dans ma semaine. Tantôt, on disait, les activités physiques, c'est très différent. Ça passe de la marche à du lavage à aller courir un marathon. Mais c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on bouge, quand on bouge et comment on bouge aussi. Donc, j'aime bien l'outil du journal de bord où on voit un petit peu notre progression, nos statistiques un petit peu à travers. C'est un petit peu comme ça que je pense. Moi, de mon côté, c'est vraiment structurer puis avoir un visuel des exercices. Souvent, les effets secondaires qui vont être rapportés, les gens vont avoir des pertes de mémoire, de difficultés à se concentrer. Quand on part, qu'on monte, ils ne se souviennent plus. Donc, d'avoir le référentiel, le visuel, souvent, mais ça les sécurise, puis ils aiment ça pour la suite. Des fois, on est un petit peu plus âgé aussi. Cancer, souvent, la clientèle est un petit peu plus moins technologique, c'est pas toujours le cas, mais donc l'utilisation de XFIT puis de rentrer des données puis tout ça, là, souvent on les perd là. C'est juste d'aller récupérer leur programme déjà amplement. Il y en a même qui me demandent juste imprime-moi-le puis ça va être. Donc mon utilisation est très de base, mais ça remplit là vraiment les besoins qu'on peut avoir pour le moment. Puis ceux qui sont plus à l'aise, Elisa l'a bien mentionné, le journal de bord, là, de venir placer quand est-ce qu'ils font leur entraînement, puis tout ça, là, c'est vrai que ça a une belle touche de motivation pour la majorité. Est-ce que on arrive à la fin de ce qu'on avait planifié couvrir? Ce qui est intéressant d'un commentaire de Marilyn, mais je pense que Roxane, tu l'avais abordé, il faut faire attention dans les alertes à tout ce qui touche au niveau cardiovasculaire, vu la cardiotoxicité de certaines chimios. Voilà, les arythmies, essoufflement anormal, douleur thoracique, etc., évidemment. Et puis, je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à ça, que l'utilisation des fréquences cardiaques pour la prescription d'exercice, souvent, c'est pas efficace avec des gens qui ont ce type de traitement-là. Donc, la perception d'effort, c'est ce qui va être prioritaire. Donc, le niveau d'essoufflement de la personne, c'est en clé, en fait, là, dès que la personne a un niveau d'essoufflement qui va dépasser un 4-5 sur 10, on lui demande d'arrêter de prendre une pause puis de recommencer par la suite en diminuant le niveau de difficulté. Ok, super. Ben, merci à toutes les trois d'avoir été là pour cette table ronde. Barbara, je voulais quand même remercier XFIT, puisque XFIT nous sponsorise l'équipe et Rose Libre pour la préparation du trek. Voilà. Oui, on sponsorise du coup le préparateur physique qui vous accompagne sur la prochaine année et demie pour que vous soyez plus en forme possible. Et donc on se sert de l'application qui est vraiment très bien faite et merci beaucoup en tout cas de nous sponsoriser. Eh bien, merci. Bon, vous l'aurez compris, je pense que cette cause, l'accompagnement, enfin le bien-être des personnes qui sont en situation de cancer, je pense que ça me dit à cœur. Et puis, du coup, tant mieux si les échanges d'aujourd'hui ont été utiles à ceux qui étaient là. Merci beaucoup à toutes les trois. Moi, j'ai adoré préparer et tenir ce webinaire avec vous.